Ici Houston, répète 7. Nous sommes à la porte à 15 heures. Est-ce que c'est le propulseur ou c'est une véritable observation? Répète 7. Je comprends que tu as beaucoup de petites particules qui passent à gauche. À quelle distance? On dirait un bateau, on dirait qu'il décolle. Roger, compris, vous êtes à 3 ou 4 000. L'audio date de 1965, il fait partie des documents déclassifiés. Le Gemini 7, où 2 astronautes en orbite, ont déclaré ce qui suit. Houston, nous avons un buggy. À 10 heures. Au point culminant, les astronautes ont signalé plusieurs objets et particules brillantes sur le fond noir de l'espace. Cet enregistrement audio a été classifié pendant 61 ans. Imaginez tout ce qu'il y a là derrière. Tous les sujets qu'il y a derrière. C'est vrai, impressionnant. Nous allons écouter comment et nous allons voir comment. Eh bien, ce sont des mouvements très intéressants. Mais regardez par exemple ce document. D'autres documents classifiés. C'était le 31 mars 1950. Quand? Eh bien, ils assurent qu'ils auraient en trouvé 18 attentions, 18 corps extraterrestres. Oui, imaginez ça. C'est ce que dit le document officiel du gouvernement des États-Unis. 1950, dans le désert de Mojave, 18 extraterrestres d'1 mètre ont été capturés. Tous étaient sans vie. Ils ont été trouvés à l'intérieur d'un vaisseau. Au fait, le vaisseau était intact. C'est ce que dit le document. Et bon, j'insiste, c'est vraiment énorme. Ce qui est en train d'être révélé, assure-t-il, est un point de bascule qui est là. Et bon, celui qui comprend. Il s'est déjà rendu compte qu'aujourd'hui l'histoire change, qu'il y a eu beaucoup d'autres révélations, mais jamais à ce niveau. Et bon, face à cette situation évidente, il y a maintenant aussi un député qui demande à ce que plus d'informations soient révélées. Nous allons en parler un peu plus tard, mais bon, passons aux informations. Si tu viens d'arriver, mets un like, partage, donne-nous un coup de main avec ce sujet que vous connaissez déjà. Bon, regardez, c'est là, vous savez où c'est. Ici, alors où es-tu, Astrid? Non, si tu ne veux pas venir ce week-end, ce n'est plus nécessaire. Ah, elle est là. Tu arrives. Ce n'est pas de la peinture. Super. Bon, passons donc à l'information. C'est de la folie aujourd'hui, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Et bon, au final, ce sont des documents officiels qui ont été classifiés pendant très longtemps. Il faut dépoussiérer tout ça et il faut voir ce que révèle toute cette affaire. Écoutons cet enregistrement, le même enregistrement en anglais. Mais doublé en espagnol pour voir le résultat, non? De toute façon, vous vouliez l'entendre en version originale, surtout car c'est historique. C'est quelque chose d'historique, mais écoutons maintenant le doublage, pour voir ce que ça donne. On va l'analyser tout de suite, non? Écoutons ce qui est dit. J'ai un bogey à 10 heures, en hauteur. Esto es Houston. Écoutez ce qu'il dit. J'ai dit qu'on a un bogey à 10 heures, en hauteur. Est-ce un renfort ou une réelle observation? Un quoi? Répète 7. J'ai dit qu'on en a plusieurs. Il semble qu'il y ait des débris là-haut, de vraies observations. On dirait que des centaines de petites particules passent vers la gauche à une distance de 3 à 4 miles. Note qu'il y a beaucoup de petites particules qui passent sur la gauche. À quelle distance? 7. Et on dirait qu'ils sont plats avec un triangle au centre. Bien reçu, tu comprends qu'ils sont à 3 ou 4 miles? Ce sont déjà des choses du passé, ils vont s'éloigner de ça. Lui. Le propulseur de mon côté a un corps brillant avec le soleil en arrière-plan contre un fond noir et il y a des milliards de particules autour de lui. Qui sait s'il parle d'un triangle? Parle-t-il de particules, de choses brillantes? Eh bien, c'est en partie ce qui est rapporté dans ce cas. Et aussi, eh bien, il y a eu des réactions de vulgarisateurs scientifiques, comme Avilo lui-même, un astrophysicien important de Harvard, mais aussi le vulgarisateur scientifique lui-même, Michio Kaku, qui est intervenu pour commenter plusieurs points importants dans toute cette situation. Écoutons cette interview qu'il donne. Au moins une partie qu'il accorde à Fox News et qui, eh bien, me semble intéressante. Voyons ce qu'il dit.
Dr Michio Kaku est un physicien théoricien. Docteur, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous enthousiaste à propos de ce lancement d'OVNI? Je lui mettrai 10 car nous sommes à un tournant. Pendant des décennies, nous avons dû nous fier aux témoignages de femmes au foyer et de routiers dont on se moquait et riait. Maintenant, nous parlons d'archives énormes qui sont ultra secrètes et qui, pour la première fois dans l'histoire moderne, sont remises au public américain. Donc, j'aimerais féliciter le président Trump d'avoir eu le courage d'aller à l'encontre. Les recommandations du FBI et de la CIA de ne pas publier ces archives afin que des chercheurs et des scientifiques indépendants puissent les examiner. Et ainsi, nous pouvons tirer nos propres conclusions au lieu que la CIA décide pour nous. Et apparemment, la CIA continue de s'opposer à la publication complète. Quand tu entends ou vois un ovni qui se déplace comme ça, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, à des angles de 90 degrés si rapidement que tu n'arrives même pas à y croire, ça te dit quoi? Pour moi, ça veut dire que les lois de la force centrifuge devraient écraser les os des personnes à l'intérieur de la soucoupe volante. Donc, soit il s'agit essentiellement d'une soucoupe volante automatisée, donc il n'y a pas d'os à briser pendant que ce truc zigzague d'un côté à l'autre. Ou bien c'est un signe d'une grande intelligence pour concevoir cela. Donc, en d'autres termes, les humains ne pouvons pas monter à bord d'un vaisseau spatial qui zigzague de cette façon. Juste nous. Les extraterrestres pourraient le faire, mais même leurs os se briseraient. Donc cela doit être un niveau très élevé de technologie informatique automatisée. Eh bien, une partie de ce que dit Michio Kaku dans ce commentaire, et petit à petit, les informations commencent à être révélées. Les documents existent déjà. Je vous ai déjà donné la page à midi ou le matin. Ce n'était pas la page de War, ce n'est pas ce War. Le point GOP, c'est les ovnis, pas les pannes, ovnis, UAB ou UAB. Aujourd'hui, on ne vous les remet pas encore une fois. Mais le point, c'est que, bon, tout le monde peut accéder aux documents, tout le monde peut les voir. Il y a 162 documents dans cette déclassification spécifiquement, même s'il y a aussi d'autres documents qu'on attend encore qu'ils soient publiés, il y a même déjà des exigences. Il y a aussi même des avertissements de certaines personnes qui assurent qu'on pourrait révéler plus d'informations, puisque cette déclassification est très succincte en comparaison, comme ça pourrait l'être. Et même certains documents qui avaient été mis en ligne ont commencé à être retirés. Donc il y a aussi une lutte interne là-dedans, certains ne veulent pas. Eh bien, que tout soit su d'une certaine manière. Et regardez, une partie de ces images, c'était celle-ci, c'en était une autre qui a aussi beaucoup attiré l'attention. Et en fait, au centre, il y a un objet. Oui, là au centre, il y a un objet et tout à coup, il va bouger, sans compter les autres objets qui tournent autour. Certains rapports et vidéos ont du contexte, d'autres en manquent. Où je l'ai expliqué. Très bien, qu'est-ce que nous voyons ou où sont-ils pour des raisons de sécurité nationale? Allons aussi à ce que dit Avila lui-même. Allons-y. Avila, dans la déclassification qui vient d'être faite en ce moment, assure que sa réaction est un peu différente, parce que Michio Kaku dit « Voyons, de 1 à 10, comment tu évalues ça? Je ne lui ai pas mis une note aussi élevée. » Tu t'enthousiasmes et tu dis « Non, eh bien c'est un 10, n'est-ce pas ?» C'est-à-dire parce qu'enfin on va pouvoir commencer à enquêter un peu plus là-dessus et pas seulement avoir des témoignages de femmes au foyer ou de routiers, ce qui est vrai. C'est-à-dire on commence à comprendre que les gens donnent leur explication dans leurs témoignages de ce qu'ils ont vu. Non, les routiers, car en réalité, ceux qui circulent sur les routes voient souvent beaucoup de choses. Mais maintenant, nous voyons des caméras militaires de la plus haute technologie. Parce que certaines datent de 2023 et de 2024. Ce sont des cas récents, certains d'entre eux, et des documents comme celui-ci du Mojave, le désert de Mojave, où, soi-disant, ils auraient récupéré 18 corps d'extraterrestres avec un vaisseau intact. Ça, entre autres choses, eh bien la vérité c'est que, oui, c'est surprenant. Mais malgré cela, eh bien Avila se montre un peu plus sceptique, disons, et il fait plusieurs commentaires. Ensuite, il affirme qu'en effet, la déclassification est importante, mais sa position est qu'après avoir examiné les 162 documents, son équipe du projet Galileo, pas seulement lui, mais tous les autres aussi.
Oui, tous les autres, disons l'équipe. L'équipe exactement s'est mise à les lire et ils ont conclu que les objets ou les choses qu'on voit là sont documentées, dit-il. Elles présentent des caractéristiques qui sont importantes, qui sont extraordinaires. Mais, dit-il, aucun de ces objets présentés jusqu'à présent n'a des caractéristiques suffisamment extraordinaires pour nécessiter une origine exotique. C'est-à-dire que, du moins pour ce qu'il voit, cette équipe voit, ce n'est pas encore assez étrange pour pouvoir dire « ça, c'est une force, un extraterrestre ». Voilà ce qu'il en est ici. Alors, par exemple, comment expliques-tu ce document, n'est-ce pas? Sur les 18 soi-disant extraterrestres, de quoi parle-t-on? Quel genre de situation s'est produite là-bas? Si c'était une erreur ou une blague, il l'aurait déjà montré depuis longtemps, en disant que ce n'était pas ça. Non, cela a été classifié pendant des décennies. Il souligne aussi que les images de la mission Apollo, des images qu'on vous a montrées ici, certaines assez curieuses comme celle-ci par exemple. Non. Celle-ci vient de la mission Apollo. Celle-ci, c'est Apollo 18, 1969, et il dit que ces images pourraient être des reflets ou des phénomènes naturels, comme des impacts d'astéroïdes sur la Lune. En vérité, quand je dis impact sur la Lune, eh bien rien. Pour le reflet, ce serait sur l'objectif ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est ce qu'il dit, on ne sait pas, ce n'est pas concluant, non? Au moins, ces preuves ou ces bizarreries ne sont pas concluantes. C'est ça. Maintenant, lui, c'est le sceptique, hein? Maintenant, lui, c'est le sceptique, n'est-ce pas? L'Apollo 12, c'est l'Apollo 12? C'est l'Apollo 12 et l'autre, celle que j'ai montrée, c'est l'Apollo 17, non? Qui est la précédente, non? D'après moi, non? Apollo 12. C'est vrai, tu as raison, c'est l'Apollo 12. Et bon, ici, il y a aussi un peu la description de ce dont on parlait à l'époque, non? C'est-à-dire, là, il y a un peu la conversation de ce qui aurait eu lieu à ce moment-là. Ça aussi, eh bien, ça montre, disons, un peu ce que doit être un scientifique, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il déclassifie déjà cela. Ce n'est pas pour autant que tu vas dire « Ah bon, alors, ce sont déjà des extraterrestres. C'est Dieu, non ?» C'est-à-dire non. Il doit aussi donner son avis et dire « Voyons, allons-y doucement, voyons étape par étape ce que c'est ou quelles images sont vraiment concluantes, n'est-ce pas ?» Nous allons donc rester attentifs à ce qu'ils vont dire. D'autres scientifiques vont sûrement réagir. Dans ce cas, Loeb, qui d'habitude est plutôt ouvert, cette fois-ci, il ne l'est pas tellement, n'est-ce pas? Michio Kaku, au contraire, paraît plus ouvert, surtout à cause de l'étrangeté, et dit qu'un être vivant ne pourrait pas être là, du moins pas comme nous le connaissons, car il ne supporterait pas la pression. Ici, eh bien, voici quelques-uns des points abordés dans cette conversation. Ceux des astronautes d'Apollo 12 en 1969. Il dit « C'est affirmatif. Nous sommes prêts pour les modes » et ils répondent « Intrépide Houston », puis « Eh bien, ce sont essentiellement des signaux, n'est-ce pas, qui sont échangés, mais à un moment donné, ils disent « Ah bon, salut l'étranger, comment ça va? Bonjour Dick, tout va bien. Comment allez-vous? Eh bien, plutôt bien, j'espère que ça vous plaira d'avoir un peu de compagnie à regarder. D'accord. » Pour changer, tu vois que Buzz Aldrin d'Apollo 11, qui a maintenant 96 ans, s'est remarié l'an dernier, n'est-ce pas? Oui, oui. Lui, il a bien. Et d'ailleurs... Sa femme est décédée. Sa femme est décédée. Très jeune, et elle est décédée. Oui. En mettant de la boue. Il va déjà se marier pour la 15e fois. Eh bien, aujourd'hui, un document a été rendu public où il parlait de différentes choses ou de choses inhabituelles qu'ils ont vues lorsqu'ils sont allés sur la Lune. Dans ce document, il mentionne un éclat aperçu près de la Lune. Il le pointe avec un monoculaire sans réussir à bien l'observer. La nuit, enfin, ce qui serait la nuit pour nous, mais bon, au moment où ils dorment, la veille de leur retour, il dit qu'il voit comme un éclat dans la cabine, qui grandissait et qui a duré 2 minutes environ. Alors, il a dit que c'était une source de lumière assez brillante, et il dit qu'on pourrait attribuer cela à un possible laser, mais bon, qui tirerait au laser? Ce sont les seuls humains sur la Lune à ce moment-là. Et il y a plusieurs de ces témoignages de la part de plusieurs astronautes, pas seulement Buzz Aldrin, qui ont vu des choses assez inhabituelles lors de leur voyage dans l'espace. Exactement. Eh bien, et dans ces commentaires, ils disent, eh bien, ils font ceci, ils font cela, ils font des références, comme s'ils avaient de la compagnie. Cela attire l'attention. Et bon, eh bien, ça aussi c'est intéressant. Buzz Aldrin et d'autres astronautes, à leur époque, ont déjà dit ce qui s'est passé sur la Lune et ce qui s'est vécu dans l'espace.
Ils ont eu certaines rencontres curieuses, étranges, des observations aussi assez bizarres. Et je pense que nous allons voir cela aussi, petit à petit. Exactement. Bon, passons à d'autres sujets, passons à d'autres thèmes également importants. Nous allons parler de ce député dans un instant. Mais attendez un peu. Nous aborderons ce sujet du député dans un instant, pour ceux qui viennent d'arriver. Laissez-moi vous dire que parmi les documents les plus étranges, peut-être de mon point de vue, en dehors de celui des 18 extraterrestres, il y a ces documents-ci, où l'on commente, montre, informe, comme là-bas, dans celui-ci, comment ça s'appelle là-bas, pour l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et toute cette région. Ils leur parlèrent de là-bas en demandant « Est-ce qu'on voit ça ou est-ce que ça se passe ?» Dans diverses régions du monde, ils contactaient les États-Unis. Savez-vous ce qui se passe ? Ça m'interpelle beaucoup et il y a aussi le cas de la police fédérale mexicaine impliquée dans une affaire, impliquée dans un sujet. C'est trop tard, je veux dire, c'est trop loin en arrière pour impliquer celui-ci, celui qui a disparu, pas le docteur. Greenberg, oui, ce cas-là, oui. Oui, c'est très éloigné. C'est séparé, oui. Mais comme nous croyons au voyage dans le temps, eh bien... C'est que cette affaire est aussi vraiment bizarre. Enfin, parce que... Oui, c'était bizarre, oui. Je veux dire, je ne sais pas. Voyons qui est ce W.R. Altman, non ? On ne sait pas pourquoi. Tout à coup, cette personne est prise au sérieux par le FBI, mais il fait une triangulation. Il triangule. Une triangulation depuis. Depuis le Mexique via la police fédérale. Bizarre, oui. Combien de tests sous enquête, c'est étrange, vraiment. Desde la CIA, pero la CIA... Avec la police. Bon, voilà. L'affaire étrange et ils envoient un rapport des États-Unis où il est révélé que cet individu insiste sur le fait qu'il y a un appareil qui est utilisé. Oui. Oui, et qu'il y a quelques pommes pourries, disons. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du mal avec ce soi-disant laser, ou bon, lui il appelle ça un laser. Il l'appelle aussi différemment, comme un rayon capable de contrôler bien des choses, mais de façon exagérée. On ne parle pas de contrôler les goûts d'une personne, la façon dont elle ressent, la façon dont elle pense, la façon dont fonctionne son système nerveux. C'est-à-dire des choses vraiment, vraiment, vraiment absurdes qui dépassent complètement les limites. Eh bien, de la logique, tu vois, même la plus fantaisiste qui puisse exister, non. Mais il l'a fait, c'est très fantaisiste, d'accord, mais tu te demandes, mais pourquoi tu le classes ? C'est-à-dire pourquoi ? Si c'est le délire de quelqu'un, pourquoi fais-tu l'effort d'y aller ? Mais tu crois que c'est un délire ? Oui, enfin, tu te dis que c'est tellement extraordinaire que tu te dis ça. Donc, logiquement, tu penserais que c'est un délire et pourquoi il la prendrait au sérieux. Bien sûr, les agences ont dû voir quelque chose pour avoir recoupé ça et transmis l'information. Donc mettons-nous dans le contexte où cela existe, oui que cet appareil existe, et qu'ils peuvent te contrôler à un tel niveau avec cet appareil qu'ils peuvent de même te faire penser différemment. Oui bon, et que tu connais cette information et que tu as la possibilité de la vérifier. Évidemment, je pense. La dernière chose que tu ferais serait de contacter directement une autorité. Parce que, évidemment, si tu sais qu'ils l'utilisent, tu vas te dire qu'ils vont l'utiliser contre moi. Tu ne vas donc pas le montrer. Tu devrais trianguler, faire comme eux, et c'est ça le plus fou. C'est pour ça qu'ici je me dis... En supposant. Mais le point c'est que... ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'ils le classifient et qu'ils assurent que ce projet a duré 8 ans. C'est-à-dire à Jalin et au Texas d'ailleurs, ici tout près. Et après ça, le projet disparaît de là et soi-disant, il passe aux satellites. Et à travers ces satellites, eh bien, est-ce qu'on peut faire ça maintenant ? Si on faisait ça, si on atteignait ce niveau de puissance, alors quoi ? En protégeant avec les ayatollahs et avec les faits. En changeant tout très rapidement. Exactement. Soit ça a tout simplement disparu et le projet n'existe plus ou n'existe pas. Je veux dire, c'est quelque part... caché quelque part. Actuellement, de nombreux projets de la CIA échappent même au gouvernement. Oui, exactement. Ce à quoi je pense, c'est que quelque chose comme ça serait tellement puissant que ça ne pourrait pas être entre les mains d'un gouvernement. Parce qu'imagine. Et encore moins entre les mains d'un particulier. Et encore moins entre les mains d'un particulier. Bien sûr, je me vois en train de faire comme ça. Si. Nous allons devenir millionnaires. Vas-y, dis, comme ça il n'y a plus de monde. Dis-le, comment ça va ? Pépé, que tu aimes la glace à la menthe avec du chocolat ? Tu te souviens de celui qui s'est trompé en disant que c'était une autre mosquée ? C'est comme Hailey, Harley, je ne sais pas quoi. Oui, comme ça il ne faut pas dire un autre nom.
Tu t'amuses ici à troller les gens comme celui-là à l'envers, parfois habillé en petit diable, pas pour qu'on lui dise le meilleur. C'est comme ça, non ? Eh bien oui, c'est très fou. Passons à ce que dit ce député qui insiste qu'il y a plus de choses, il y a plus de choses à analyser. Passons à ce détail. Il y a des députés en fait, parce qu'ils sont plusieurs, qui exigent que toutes les informations soient révélées, que cela ne s'arrête pas à mi-chemin. Exactement. Eh ben, pour commencer, regardez, Tim, ce bullshit qui, bon, il a été l'un des quasi-porte-parole de ce sujet. Avec cette Luna, il a dit que ce qui est sorti aujourd'hui est une grosse goutte, dit-il. Mais en réalité, c'est un océan. Les informations qu'il y a, c'est-à-dire qui n'ont pas été révélées. Il faut se rappeler que, eh bien, soi-disant, cela se fait par phase. Ce serait la première phase. En fait, aujourd'hui, j'ai répété cette Luna, Canapolina Luna, que dans la prochaine phase ou dans le prochain lot, il y aura beaucoup de vidéos de militaires pour lesquelles elle a fait pression afin qu'elles soient publiées. Les vidéos d'aujourd'hui, comme celle-ci, étaient vraiment impressionnantes. Je veux dire, je ne sais pas enfin, on voit un objet en forme d'étoile voler, faire des choses vraiment, vraiment bizarres, non ? Mais en dehors de ça, enfin, ce que tu dis sur Tim Burch, Anapolina Luna et d'autres collègues, eh bien, ils disent « Regardez, nous avons déjà approuvé ». Ils sont censés avoir déjà vu tout ça en toute sécurité, avec parce que tout ce qu'ils révèlent, tout est super censuré. Regardez tous ces encadrés noirs. Tous ces encadrés noirs, ce sont des censures qui sont appliquées à l'information, aux capacités, au type de filtre, à des choses que possèdent ces types de caméras qu'ils ne veulent pas révéler. Certains ont même la moitié, tout un énorme encadré noir, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache sur ces capacités que possèdent dans ce cas les États-Unis. Donc ce qui va arriver sera sûrement aussi coupé de cette façon et tout ce que tu veux. Mais au moins c'est déjà quelque chose. Ça nous indique quelque chose, c'est-à-dire ça nous donne une idée de ce à quoi ressemblait le phénomène, ou en tout cas. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a même une des vidéos qu'ils vont révéler prochainement, qui, j'insiste, n'est pas encore disponible. C'est que les États-Unis tirent sur l'un de ces objets, ils tirent sur l'un d'eux. Et ensuite... Voir ce qui se passe. On leur a donné l'ordre, je crois. Je ne sais pas. Ils ne tirent pas comme ça pour rien. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir un ordre en bas. Ils sont trop proches. Je ne sais pas. Ou peut-être comme tu dis. On va voir ce qui se passe. Mais le point, c'est qu'ils tirent sur un de ces objets. Et bon, c'est l'une des vidéos qui va être révélée. Ce sont 46, ceux qui attendent ces vidéos et qui font pression pour qu'elles sortent dans le prochain groupe. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que maintenant, ceux qui semblaient être les conspirationnistes sortent aujourd'hui pour dire de ne pas s'opposer à ces révélations. C'est un mensonge, cette fois c'est Infowars, tous arrogants, disent de ne pas regarder, de ne pas les croire. Tous ceux qui... Il s'avère que les choses changent. Même Joe Rogan. Oui, il a dit non, que c'est juste pour qu'on n'en parle pas. Oui, évidemment aussi. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes de parler de l'Iran. Exactement, c'est-à-dire, ils diront qu'il va continuer à parler tous les jours, mais il ne peut pas, toute sa vie, se battre pour que ça ne se sache pas. Bien sûr, ils vont tout utiliser, non ? C'est-à-dire ? Ou quoi que ce soit, ils vont l'utiliser. Si BTS est venu, ils vont utiliser BTS. Si quelqu'un d'autre est venu, ils vont l'utiliser aussi. Que ce soit à la Coupe du Monde ou n'importe quoi d'autre, ce sera toujours aussi un sujet politique et économique. C'est-à-dire, évidemment, mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas parler de ça. Les autres, on n'en parle plus du sujet, non, n'est-ce pas ? C'est fou ces personnages-là, mais bon, il y a de tout dans la vigne du Seigneur. Comme on dit, passons à d'autres sujets aussi importants, mais ne perdons pas de vue cette affaire, c'est un autre sujet à surveiller. À y revenir les yeux grands ouverts, comme on le fait ? Trop d'informations. Trop d'informations ?
Nous avons l'Iran, nous avons l'antivirus, nous avons les ovnis, nous avons les affaires Epstein qu'on n'arrête pas d'oublier, qu'on nous laisse oublier bien sûr, et l'Ukraine, quoi d'autre? Non, eh bien, ce qui surgit jour après jour devient la nouvelle surprenante. Allons-y donc, avant de passer à l'Iran et tout ça. L'AIEA, qui est cet organisme de l'ONU qui surveille la question nucléaire dans le monde, a confirmé le transfert de 13 kg d'uranium enrichi du Venezuela vers les États-Unis. Hier, nous parlions justement de cela, qu'ils avaient dû retirer ce matériau qu'ils avaient là, dans cette centrale qui avait subi des dégâts lors de l'attaque des États-Unis contre le Venezuela le 3 janvier, quand ils ont évincé Nicolás Maduro. Eh bien, après un processus qui a duré des semaines où l'AIEA était présente, il y avait aussi des experts du Royaume-Uni qui aidaient à gérer ce matériau qui n'est pas n'importe quoi. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, ce serait entre les mains des États-Unis. Les États-Unis, eh bien, vont sûrement l'utiliser dans leur centrale nucléaire, si cela peut être utilisé. J'ignore son niveau d'enrichissement actuel, car il n'a pas servi depuis les années 90. Depuis les années 90, exactement. C'est aussi important de le mentionner. Et avant de passer à autre chose, je suis curieux de savoir comment le pétrole a terminé aujourd'hui. Regarde, voici le prix rapidement. 104 $. C'est le prix auquel le pétrole a clôturé. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas non plus comme si le prix avait explosé. 104, c'est en baisse par rapport au prix des derniers jours. Il faut rappeler que cette semaine, il a presque atteint les 120 $, c'est-à-dire qu'il soit à 104, même si ça peut sembler mauvais, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je veux dire parce que j'insiste, si on regarde ici le... Mais il semble que les 100 soient déjà devenus le plancher. Bien sûr, le nouveau plancher, c'est 100, c'est-à-dire, mais bon, ça allait déjà dans ce sens. Maintenant qu'il est à 100, tu te dis, bon, ça ne sonne plus si mal, même si, évidemment, le prix est énorme, parce que cela va avoir des répercussions sur les prix au niveau mondial. Mais évidemment, non, ça n'est pas resté à 120, ce qui était déjà quelque chose d'exagéré. Passons donc à d'autres sujets également importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Eh bien, aujourd'hui, on parle du fait que Donald Trump n'exclut pas de déplacer les troupes stationnées en Allemagne. Vous vous souvenez qu'il en a retiré 5000 et qu'il dit qu'il va en retirer encore plus? Eh bien, il pense en réalité à les déplacer vers la Pologne, ce qui, ma foi, n'est pas un mauvais mouvement. Nous savons qu'il est fâché contre l'Allemagne, mais il vaut définitivement mieux les laisser dans l'OTAN et protéger cette zone, surtout la Pologne, qui sera sûrement l'un des premiers pays touchés si la Russie décide d'agir. S'attaquer à l'OTAN plutôt que de les retirer complètement d'Europe, je pense que cela a à voir avec le fait que les républicains étaient vraiment contrariés et inquiets à ce sujet, pas parce qu'il avait retiré, mais parce qu'il allait retirer les 5000 soldats. Au bout du compte, les soldats en Europe, que beaucoup de gens ne comprennent pas et disent « Oh, nous leur prêtons nos soldats là-bas », mais cela représente aussi un pouvoir et une influence pour les États-Unis. Bien sûr, exactement. Et bon, c'est aussi un rééquilibrage, car la Pologne a fait son travail du point de vue militaire. Et diplomatique aussi? Diplomatique aussi, oui. C'est-à-dire, mais la Pologne a déjà annoncé il y a quelques jours son prochain objectif. La Pologne cherche à avoir la plus grande armée de toute l'Europe. Elle veut avoir un demi-million de soldats. En plus, ce ne sont pas n'importe quels soldats, ce sont des soldats très bien entraînés. Il faut rappeler que la Pologne a été le pays qui a le mieux investi, en plus d'avoir une économie qui a beaucoup grandi et qui est déjà... Enfin, c'est un pays. C'était un pays d'exportation, pour ainsi dire, mais d'exportation de personnes. C'est-à-dire, beaucoup de gens continuaient à partir. Il y a un exode constant de personnes qui partent, mais c'est devenu le pays où le plus de gens revenaient en vivre parce qu'ils voyaient que l'économie s'améliorait, qu'il y avait du travail, etc. Et ils ont beaucoup progressé dans les domaines de la technologie, dans les domaines militaires. Disons qu'ils ont avancé sur de nombreux sujets, mais ils disent aussi qu'il faut protéger ce qui a été accompli, et ne pas retomber dans les erreurs du passé. Passons à d'autres sujets importants. Vous voyez, il y a déjà une série d'annonces qui sont faites, dans lesquelles on cherche d'abord, on travaille sur cela. Donc, il y a une alerte concernant une épidémie du hantavirus, où ils ont dit « Écoutez, nous connaissons l'antivirus depuis longtemps, mais jusqu'à présent, ce n'était pas une préoccupation parce qu'il se transmet rarement.
les humains, mais il s'avère que la souche des Andes est une souche qui peut évoluer, enfin qui a déjà évolué depuis un certain temps pour se transmettre d'un humain à un autre humain. Face à cela, eh bien, il a également été confirmé par l'OMS que l'hôtesse de l'air qui était hospitalisée n'avait pas le hantavirus. Elle ne se sentait pas bien, mais ce n'était pas à cause du hantavirus. Il est confirmé qu'elle ne l'avait pas, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'elle avait vu beaucoup de monde. Donc si elle était malade, d'autres l'étaient peut-être aussi, mais tu as passé l'examen et elle n'a pas le hantavirus, ce qui est une bonne nouvelle. Au fait, ce laboratoire de Moderna est aussi un rapport. Oui, le PL, le laboratoire Moderna, ils ont fait un des vaccins contre le Covid et je crois que c'était justement un vaccin qui ne nécessitait qu'une seule dose, c'est-à-dire il n'y avait pas de rappel. Eh bien, il se trouve qu'ils travaillaient déjà sur des recherches préliminaires pour le développement d'un vaccin contre le hantavirus. Ce commentaire a évidemment fait grimper leurs actions de 14% à la bourse de New York et, eh bien, cela est en grande partie dû au sujet de la croisière. D'ailleurs, aujourd'hui, ils partent. Salen et... Les autorités, le directeur de l'épidémiologie et de la santé environnementale de la province, Juan Petrina, là-bas à Ushuaia, ont déclaré qu'il a nié que l'origine soit Ushuaia. Autrement dit, il a nié cela, mais il faudra enquêter parce que je dis qu'ils doivent bien enquêter. Au final, ce couple était là, ce couple qui a été le premier à perdre la vie. Eh bien, le directeur de l'épidémiologie et de la santé environnementale de la région s'appelle Juan Petrina et il a donné une conférence de presse aujourd'hui au cours de laquelle il a assuré « Il est presque impossible qu'ils aient été contaminés là-bas ». Ceci est un commentaire basé sur des données épidémiologiques et des explications publiques. Autrement dit, si cela ne vient pas de là, il faut bien enquêter. D'où cela vient-il? La question du COVID restera sans réponse car trop de temps est passé et beaucoup ont couvert l'affaire. Eh bien, Petrina a expliqué que le couple concerné est arrivé dans la province le 29 mars et n'est resté que 2 jours. Autrement dit, ils sont restés très peu de temps là-bas avant de repartir. Ils ont embarqué sur le paquebot et sont revenus le 1er décembre. Le mari du couple a commencé à présenter des symptômes le 6 avril. C'est-à-dire que c'est un laps de temps très court pour la période d'incubation de cette maladie qui peut aller jusqu'à 45 jours. Oui, c'est vraiment étendu tout ça. Regardez aussi ce qui se passe aux États-Unis concernant l'antivirus. Remarquez que les États-Unis mettent également en place un mouvement, une évacuation, où, depuis le Nebraska, le cœur médical du centre des États-Unis, ils préparent une opération de bioconfinement qu'ils appellent ainsi, et qui pourrait établir un précédent international. Concernant l'antivirus lié au navire de croisière MV Hondius, ils assurent que les États-Unis ont déjà ordonné l'évacuation de 17 citoyens qui restent à bord du MV Hondius, identifiés comme le foyer central, évidemment, de toute cette situation. L'opération sera coordonnée d'ailleurs avec le CDC et le département de la santé. Cela se fait également en collaboration avec les autorités espagnoles. Que se passe-t-il ici? Où en est cette affaire? Eh bien, le sort de ces évacués, il faut d'abord préciser qu'il y a un groupe qui est déjà parti seul, ils sont arrivés en avance et ils sont déjà aux États-Unis, mais il y a une autre destination pour d'autres évacués qui vont partir maintenant ou qui sont déjà partis. Ils vont aller à l'unité spéciale de bioconfinement à l'Université du Nevada, où ils seront tous dans une installation ultramoderne pour les maladies infectieuses à haut risque. Il faut rappeler que ce navire de croisière s'est vu refuser l'accès dans différents endroits. L'accès lui a également été refusé à Tenerife, dans les îles Canaries, l'archipel. Eh bien, après s'être vu refuser l'accès à Tenerife, aux îles Canaries, pendant qu'on décide comment va se passer le débarquement, il sera difficile qu'il arrive samedi ou dimanche. Et donc, pour l'instant, la dernière information, c'est qu'il y a 9 cas confirmés ou suspects. Évidemment, ce nombre pourrait être plus élevé. Si ça va être compliqué, honnêtement, non, ça ne va pas être compliqué parce que, le destin des évacués à convenir, qui a été refusé à Tenerife, Eh bien, jusqu'à présent, il faut savoir que les gens allaient bien, non? Canaries, archipel. Oui, ils disent qu'ils vont bien. Ils sont inquiets de ce qui va se passer une fois qu'ils arriveront à terre parce qu'on parle de temps de confinement assez long parce que, vous venez d'entendre ce que dit celui d'Ushuaia. Il faut jusqu'à 45 jours pour voir les symptômes, donc il est très probable que dans leur pays, ils voudront nous garder en quarantaine pendant 45 jours, ce qui est très long. On ne pourra pas retourner travailler. Ce qui était en attente ne pourra pas se faire.
Bon, voilà où en est la situation sur ce sujet. Autre chose à propos du virus? Concernant le virus, il me semble que non. Non, bon. Eh bien sinon, s'il ne se passe rien, on revient tout de suite. Mais passons alors à d'autres sujets également importants. Aux autres sujets également importants, Donald Trump attend une réponse, diront-ils. C'est-à-dire, Donald Trump attendrait une réponse de l'Iran, eh bien en ce moment, et s'il n'y a pas d'accord, alors le projet de liberté revient, essentiellement. Exactement. Nous allons voir si cela commence vraiment à fonctionner. Il faut aussi se rappeler que le projet Liberté, même si cela n'a pas été dit au début, et en plus maintenant, il va s'appeler projet Liberté Plus. Ah oui, ce sera Liberté Plus. La vengeance. La vengeance, oui. Il faut se rappeler que cela a vraiment été arrêté, même s'il a dit que c'était à cause du Pakistan, je ne sais pas quelle histoire. C'est parce que l'Arabie Saoudite a fermé son espace aérien. Oui. C'était donc la raison, mais cela n'a été révélé qu'après la divulgation de l'information. Eh bien, aujourd'hui, la dirigeante a assuré que s'il n'y a pas d'entente avec Téhéran, ils vont réactiver cette opération. Et il dit « Je suis censé recevoir une lettre, a-t-elle dit, d'Iran ce soir. Nous verrons bien comment cela se passe. » De quel sujet s'agit-il? Eh bien, il est 10 heures du soir au Mexique et jusqu'à présent, on n'a rien entendu à ce sujet, dit-elle. Nous pourrions reprendre le projet Liberté si les choses ne se passent pas bien, et alors il s'appellerait Projet Liberté Plus. Au fait, cette histoire d'Epic Fail, l'opération... Epic Fury. Epic Fury plutôt, Epic Fury, Epic Fail plutôt Epic Fail, enfin Epic Fury. Certains analystes en parlent, disent-ils que ce sujet est déjà fini et je ne sais quoi. C'est vraiment pour ne pas avoir à demander la permission et continuer l'opération, mais sous un autre nom, donc c'est du genre, non, c'est autre chose, c'est un sujet différent, donc je n'ai pas à demander la permission au Congrès. C'est un délire qu'il a avec les avocats, tellement fou, vraiment. C'est vrai, il a des avocats. C'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, le Congrès sert à révéler des choses, des ovnis, rien de plus, mais il ne fonctionne pas comme il devrait. Et ça m'étonne que... Enfin, évidemment, les républicains sont inquiets, mais les démocrates devraient en l'être aussi, et les républicains devraient aussi s'en préoccuper. Parce qu'au final, ce pouvoir, non, il ne sert pas à ce à quoi il devrait servir. Et bon, c'est aussi un sujet assez énorme, mais voilà, c'est comme ça, non? Le fait est que c'est un peu le dernier. Le fait est qu'on ne sait pas si la guerre va continuer ou non. D'ailleurs, un énorme salut à toute la communauté qui nous a envoyé un super chat. Un grand merci à Vicky. Merci beaucoup, Vicky. Vicky, merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup pour ton commentaire à propos des pluies qui ont été vraiment intenses, n'est-ce pas? Nous avons dit combien de millimètres il y a eu. C'était vraiment trop d'eau, vraiment. Oui, c'est inquiétant de voir... Certaines personnes disent que, par exemple, certains endroits qui ont été inondés, c'est en partie à cause des constructions qui sont en cours. Je ne sais pas si c'est vrai, mais oui, c'est impressionnant. Oui. Bon, aujourd'hui, ça nous est encore arrivé. Enfin, ça ne nous est pas arrivé. La pluie était très forte. On pensait qu'elle allait s'intensifier encore. On était sur l'avenue Constitution, c'est là où se trouvent les constructions de la Coupe du Monde et du monorail et tout ça. Enfin, le monorail plutôt. Voilà. Et ça a recommencé, c'est redevenu intense, non? Mais non, ça a duré environ 21 minutes, et ensuite le soleil est revenu, et tout. Mais ça a été comme ça, non? Ça a été comme ça, bon. Eh bien, encore une fois, Vicky, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicky. À toute la communauté, soutenez-nous. Qui, évidemment, est, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire le soutien que vous apportez, celui que vous donnez. Eh bien, c'est entièrement destiné à la chaîne, à l'améliorer, à améliorer l'équipement. Tout cela aide énormément et c'est vraiment très apprécié. Tous les soutiens, eh bien, ont permis à la chaîne de continuer à grandir. Évidemment, un grand merci pour le soutien que vous apportez à cette chaîne d'information indépendante. Et en tout cas, à la communauté qui dit « Je ne peux pas, mais ça me plaît ». Évidemment, le fait que tu sois là, que tu partages, que tu mettes un like, tout cela aide aussi, donc je t'en remercie énormément également. Abordons d'autres sujets liés à l'Iran, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs sujets en suspens là-bas. L'un d'eux porte sur Moctava, n'est-ce pas? Allons-y.
Écoutez, alors, que se passe-t-il avec la question de l'Iran? Il y a aussi un sujet en suspens avec ce Moctava, le guide suprême qui n'apparaît pas, n'est-ce pas? Que se passe-t-il sur ce sujet? Comment va cette affaire? Eh bien, on sait par de multiples sources proches des renseignements que, eh bien, les services américains pensent que le nouveau guide suprême, ce Moctava Khamenei, fils d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, joue effectivement un rôle important dans la stratégie militaire. Et l'autre jour, le président iranien, ce Moctava, Pezeshkian, Massoud Pezeshkian, disait que, eh bien, oui, on voyait qu'il avait une idée très claire du plan que l'Iran devait suivre dans cette guerre. Il semblerait que, d'après les renseignements, ce soit effectivement réel. Les rapports révèlent que les autorités affirment qu'au sein du régime désormais fragmenté, il est probable que Moctava Khamenei dirige encore les négociations de l'Iran avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Et même s'il n'est pas revenu, nous ne l'avons pas vu, eh bien, depuis que la guerre a commencé le 28 février, oui, eh bien, l'administration, enfin, les services de renseignement disposent de ces informations. Et même si Donald Trump continue de chercher, eh bien, une solution diplomatique. Eh bien, si l'on regarde l'Iran, qui est très, très actif sur le plan militaire, aujourd'hui, on disait qu'ils étaient prêts à 120% au cas où la guerre recommencerait. C'est-à-dire, on ne les voit pas dans une logique de négociation. Évidemment, Donald Trump n'aide pas non plus parfois avec ses commentaires, mais la façon dont il se projette est effectivement préoccupante. Exactement. C'est-à-dire, et il est aussi très intéressant que maintenant les services de renseignement révèlent, eh bien qu'en effet, c'est-à-dire, oui, peut-être que c'est là, il faut être attentif, et peut-être que ça ne se voit pas. À cause de cette idée, je veux dire, je ne sais pas, qu'il a peut-être été blessé au visage et qu'il ne veut pas apparaître là. Exactement. Exactement. Eh bien, Nazaran José, qui est le chef du protocole de ces bureaux du guide suprême, a dit qu'il se remet de ses blessures, qu'il est en bonne santé. Il a dit que Camrey a subi des blessures aux pieds, dans le bas du dos, et qu'il a des éclats d'obus derrière l'oreille, mais que les blessures sont guéries. Donc, apparemment, il va bien, c'est lui qui prend les décisions. Nous avons vu un haut responsable qui dit avoir parlé avec lui, donc il est prêt à réapparaître, il est bien vivant. Il n'est pas aussi mort qu'on le croyait. Eh bien, on va voir ce qui se passe, le temps nous le dira. Mais au moins, ce sont les indices qu'on a pour le moment dans le cas du, eh bien, guide suprême, non? Et passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres questions importantes. Il y a environ 2 semaines, n'est-ce pas? On disait que le docteur, le médecin, comment il s'appelle, Massoud Pezeshkian, le président de l'Iran. Voilà. Comme il était docteur, on lui avait donné l'accès pour aller voir Moctava de temps en temps. Eh bien, ce qui semblait être une rumeur semble avoir un fond de vérité, car c'est ce que rapportent maintenant les services de renseignement. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, il y a aussi un rapport de ce groupe radical Hezbollah. Bon, eh bien, après ce prétendu cessez-le-feu qui existait entre Israël et le Liban, non, entre Israël et le Hezbollah. Eh bien, personne n'avait voulu revendiquer aucune des attaques, c'était plutôt des mouvements qu'Israël détectait de ce côté-là. Et face à cette situation, eh bien, une attaque était soudainement lancée contre Israël, par là-bas. Et ensuite, ils assuraient qu'il y avait des roquettes lancées par, comment ils s'appellent, ceux du Hezbollah et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose de différent. Eh bien, aujourd'hui, le Hezbollah revendique sa première attaque contre le territoire israélien depuis le début de la trêve, parce qu'il y avait bien des attaques, mais ils ne se montraient jamais ouvertement. Aujourd'hui, ils ont lancé des missiles contre une base militaire israélienne située au sud de Najarila ce vendredi. Ce serait leur première attaque officielle où ils sortent publiquement et l'annoncent. Et le groupe l'a qualifié de réponse à la violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien. Il faut s'en souvenir.
C'était hier qu'ils ont attaqué une zone du Liban où il y avait un leader important qui a perdu la vie. Évidemment, je pense que c'est une réponse à ce que l'on voit en ce moment. Et l'armée israélienne a intercepté un des tirs et les autres sont tombés dans des zones ouvertes. Aucun blessé n'a été signalé. C'est très courant, ils tombent dans des zones où il n'y a rien, donc même s'ils tombent, ils n'affectent absolument personne. Eh bien, voilà la situation sur ce sujet, donc que veut dire cesser le feu? Au moins entre eux, il n'y en a pas, non, et il n'y en aura pas non plus, du moins pas avant un bon moment, clairement. Ici, la question est de savoir quelle stratégie l'Iran adopte dans ses guerres par procuration à travers le Hezbollah, à travers les Houthis par exemple. Les Houthis sont très discrets comparés, par exemple, au Hezbollah qui a mené plus d'opérations. Les deux ont presque disparu. Il faut rappeler qu'ils étaient en désaccord avec la stratégie de lancer des attaques contre les pays du Golfe. Eh bien, tous ces conflits se sont un peu réorganisés. Et il continue d'être presque quotidiennement à la une de l'actualité. Non, en fait, c'est toute la région du Moyen-Orient depuis, l'Afghanistan, dont on n'entend même plus parler d'ailleurs. Non, l'Afghanistan. Non. N'ont-ils pas déjà assez de problèmes? Dans ces conflits avec le Pakistan. Comme le Pakistan, laissez déjà le Pakistan gérer la famine. Je veux dire, ils ont déjà de très gros problèmes économiques. C'est énorme, bien sûr. Passons aussi aux autres sujets importants. Eh bien, une conseillère du guide suprême de l'Iran a déclaré que posséder le détroit d'Ormuz, ils disent déjà que posséder le détroit d'Ormuz, c'est comme avoir une bombe atomique. Autrement dit, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire, qu'ils l'ont déjà en ayant le contrôle du détroit d'Ormuz. La conseillère Mohammad Mokheber a affirmé que l'Iran avait négligé pendant longtemps cette position si privilégiée qu'ils ont le long du détroit, qui est un atout extrêmement importante pour le transport du pétrole et du gaz, eh bien, Téhéran s'en est approprié à partir des attaques des États-Unis et dit que le détroit d'Ormuz représente une opportunité aussi précieuse que de posséder une bombe atomique. En fait, avoir entre tes mains une position qui te permet d'influencer l'économie mondiale d'une seule décision est une grande opportunité. Putain, ça, c'est une mentalité de requin. C'est-à-dire, non, c'est qu'ils s'en sont rendus compte parce que... Et le problème, c'est qu'à partir de maintenant, tout le monde va penser pareil. Qu'ils se sont rendus compte que cette stratégie fonctionne, qui finalement n'avait pas été mise en œuvre de cette manière, mais maintenant elle fonctionne pour eux, et la pression sur les pays du Golfe a un effet domino très très fort. Eh bien, il a été assuré qu'ils s'engagent à ne pas renoncer à cet acquis de la guerre. Et elle a ajouté que l'Iran, changera légalement le régime de ce détroit pour, continuer à le garder comme le leur, malgré le droit international qui permettrait le passage. Eh bien, cela ne va pas fonctionner, du moins selon ce conseiller du guide suprême qui, c'est quelque chose que, comme le disait aujourd'hui ce Marco Rubio, n'est-ce pas? Donc, à partir de maintenant. Espérons-le. Voyons voir si d'autres pays, d'autres régimes vont penser de la même manière, vont dire « j'ai moi aussi un passage par où passe le pétrole, par où passe le gaz, alors moi aussi je vais le fermer ou je vais faire payer si j'en ai envie. » Eh bien, sûrement pas, ce sera sûrement le modèle de pensée là-bas. Au fait, à propos de quelque chose d'autre. Oui. Aujourd'hui, l'armée, le CENTCOM informe qu'ils ont réussi à détourner parce qu'il faut se rappeler que le blocus dans le détroit d'Ormuz continue pour les Iraniens. Et donc aujourd'hui, le CENTCOM annonce qu'il a réussi à dérouter 57 navires commerciaux et qu'il en a neutralisé 4. C'est-à-dire, la journée a vraiment été très mouvementée pour ceux du CENTCOM. Ils ont réussi à empêcher les navires d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Eh bien, voilà la situation. Parmi les images impressionnantes, on retrouve aussi certains des attaques qui ont eu lieu et des situations vraiment terribles. Ceci est un centre logistique appartenant au GSTT d'Electrocomestat. Cette situation se trouve à Rostov, là-bas en Russie. Cela faisait partie des attaques que nous vous avons déjà montrées, des images qui étaient vraiment choquantes. Eh bien, ils se sont arrêtés, ils vont s'arrêter quelques jours, mais bon, tout de suite, nous allons revenir sur ce sujet de l'Ukraine et de la Russie, parce qu'aujourd'hui, un accord a été signé, il n'a pas été signé, on en a parlé. On parle d'un accord, n'est-ce pas? Du moins temporaire, pas pour ce sujet, ce moment, comme il l'appelle, de défilé et toute cette situation. Allons-y, regardons aussi cette autre image, n'est-ce pas, qui fait partie de ces attaques qui ont lieu dans cette zone. Que se passe-t-il?
C'est une attaque qui a eu lieu dans la région de Tchétchénie par des drones ukrainiens et où plusieurs véhicules ont été attaqués par ces drones dans la région du FSB, là où se trouvent les bureaux des services de renseignement. Le centre de commandement numéro 42 de la division des fusiliers motorisés de la garde du district de Kharkov a été attaqué. Cela s'est passé ce matin et voici aussi d'autres images où l'on voit l'attaque directe, disons, sous un autre angle. La même attaque contre le bureau et on voit parfaitement comment le drone entre, comment il frappe à l'intérieur du bureau. Voyons, regardons-le. Voilà, oui bon, voilà. Voilà. Vous l'avez vu comme dans un film au moment décisif. Aussi, Bon, ça je sais, c'est une autre image qui a attiré l'attention. Cela fait partie des répétitions du défilé du 9 mai et donc. Hier soir, cette situation d'urgence a été signalée dans laquelle la Russie faisait la répétition un jour avant. Et soudain, quelque chose s'est passé. exactement. Ils ont commencé à entendre des drones et bien sûr, ils ont commencé à courir pour se protéger. Ils ont évidemment répété pour l'événement de demain. Eh bien, pour eux, chez eux, on est déjà le 9 mai, le jour de la victoire. Et il paraît qu'il y avait un enregistrement à diffuser pour ce qu'on appelle le défilé à diffuser, au cas où il y aurait une attaque de drone de la part de l'Ukraine. Ils étaient prêts à diffuser la bande-son et que l'enregistrement soit diffusé et que les gens ne se rendent compte de rien. C'est-à-dire, ils utilisent encore des bandes. Ils utilisent des bandes, oui, ils utilisent encore des bandes. Je veux dire, s'ils ont des puits de l'époque de Staline alors qu'ils n'aiment pas de VHS, voyons. Bon, Ah, no, Ouais, eso es- taca, sí. Bueno, eh bien voilà comment cela se passe aussi ici. Au fait, les aéroports qu'on a vus en Russie, eh bien ils sont pleins, cela ça a été partagé par les mêmes blogueurs russes qui se plaignent justement du fait qu'il y a des annulations de vols en permanence. Des annulations injustifiées, car il ne s'agit pas d'un problème technique, mais des déplacements très limités des Russes actuellement. Peut-être à cause de la nervosité, parce qu'ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir une manifestation. Je ne sais pas ce que Vladimir Poutine attend, mais il y a eu des mouvements étranges récemment. Oui, tout a été très contenu. Bon, cela a évidemment été attribué aux drones ukrainiens. Beaucoup de vidéos sont sorties d'influenceurs qui allaient voyager en Turquie, qui est la destination préférée et l'un des rares endroits où les Russes sont autorisés à aller en vacances. La réponse des Ukrainiens a été excellente. Vous attendez 1 ou 2 jours à l'aéroport. Nous, cela fait 4 ans que nous dormons dans les sous-sols. Donc ce n'est rien du tout. Ce n'est rien comparé à ce qu'ils vivent. Et puis, il y a aussi ce message que le président de l'Ukraine a lancé. Écoutons-le. D'après ce qui est d'eau rapporté dans ce message lancé par l'Ukraine, il était dit qu'il s'est rendu sur la ligne de front et a visité des positions ukrainiennes. Pendant ce temps, on parle d'une sorte d'accord d'au moins 3 jours pour éviter des attaques des deux côtés. Aujourd'hui même, Zelensky est même allé jusqu'à plaisanter à ce sujet. Non. Exactement. En fait, il a publié un communiqué, un décret qu'il a mis sur son site internet et il l'a aussi publié sur son compte X où il ordonnait qu'aucune attaque ne soit menée contre la place rouge de Moscou pendant le défilé du jour de la victoire, qui, eh bien, aura lieu dans quelques heures et que la Russie célèbre, eh bien, célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit que c'est pour des raisons humanitaires. C'est ça, c'est le commerce? Le message pour des raisons humanitaires, nous l'établissons lors des négociations avec la partie américaine le 8 mai 2026-2. Il a été décidé d'autoriser la célébration. Il a été décidé d'autoriser la célébration du défilé de Moscou, Fédération de Russie, le 9 mai, c'est-à-dire qu'il donne la permission à la Russie d'organiser sa petite fête. En réalité, il y a déjà eu une réaction de Peskov que j'ai perdue, où il refusait en disant qu'ils n'avaient pas à nous donner la permission, très contrarié. Mais bon, la vérité, c'est que c'était dans l'air, ce n'est pas surprenant que cela puisse arriver. Exactement. Bon, c'est à moitié une blague et aussi peut-être une tension politique qu'il y a en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, et évidemment il sait que ce genre de commentaires dérange. Il réagit énormément. Il y a toujours une réaction. Donc bon, Et donc, qu'a dit Donald Trump aujourd'hui? Eh bien, c'est lui qui annonce ce cessez-le-feu de 3 jours. C'est exact.
C'est bien. Voyons si les Russes tiennent pendant ces 3 jours qui commencent maintenant, dit-il. Ce sera peut-être le début de la fin de la guerre. C'est ce qu'ils souhaitent. En vérité, je trouve cela vraiment compliqué. Et ce qui est certain, c'est qu'on s'attend à un échange de prisonniers. Il y en aurait environ 1000. Je pense que c'est le plus important qu'on ait vu jusqu'ici. Les jours de cessez-le-feu seraient du 9 au 11 mai pendant lesquels il y aurait une suspension totale des hostilités et l'échange de 1000 prisonniers de chaque pays, c'est-à-dire 1000 et 1000, donc cela fera 2000 personnes au total, ce sera un nombre important. Oui, exactement celui-ci. Bon, passons à d'autres sujets, parce que voyez-vous, pendant que les choses se passent, et pendant que Milei est au pouvoir, eh bien, en se liant d'amitié avec Trump et en essayant soi-disant de faire pression sur les Malouines, en même temps, le Chili est en train de s'allier avec le Royaume-Uni. C'est-à-dire, il s'agira d'une question de coopération aérospatiale, voire même de formation militaire. Nous parlons ici du fait que les Chiliens auront plusieurs points, avec ceux de la Royal Air Force du Royaume-Uni, avec lesquels ils vont collaborer avec nous, faire ce qu'on appelle un échange, disons, aussi bien en matière de sécurité, de logistique, etc. Selon ce que rapporte la force aérienne chilienne, la FAC et la Royal Air Force, la RAF, ont connu une avancée notable ces derniers mois, reflétant, selon eux, une vision partagée du domaine aérospatial et de la préparation opérationnelle conjointe. Eh bien, ce sont des sujets qui sont actuellement débattus en Argentine, notamment en ce qui concerne la relation avec le Royaume-Uni et à nouveau avec les États-Unis. Et d'autre part, le Chili, lui, se concentre sur le Royaume-Uni. Voilà, c'est ainsi que les choses se présentent sur ce sujet. Passons à d'autres questions, importantes. Aujourd'hui, ils annoncent encore, il semble que déjà Disons, Comme depuis plusieurs jours, ils font la même chose. Le commandement sud des États-Unis, celui qui opère dans les Caraïbes et l'Atlantique ici au Mexique, informe, et aussi le Pacifique informe, qu'une autre attaque a été menée contre une embarcation, disent-ils, dédiée au trafic de drogue. Cette fois, c'était dans le Pacifique occidental et ils assurent que 2 personnes auraient perdu la vie. Il y a aussi un survivant. Et maintenant, la garde côtière des États-Unis a activé le système de recherche et de sauvetage pour cette personne, et voilà. Ceci est un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par la force opérationnelle conjointe Southern Spears, ou comme on l'appelle, la Lance du Sud, sous le commandement du général Francis L. Donovan. Et ils affirment avoir mené cette attaque au moyen d'une attaque létale coordonnée. Évidemment, aucun Américain n'a perdu la vie, mais ils le précisent toujours. Eh bien, cela fait partie des opérations qui continuent d'être menées en Amérique. Aujourd'hui, Donald Trump a été très agressif envers le Mexique. il s'est comporté ainsi, devenant très agressif. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas bien, mais cela fait partie des stratégies pour résister et ne pas céder à la pression. Mais bon, voilà comment sont les choses aussi avec ce Donald Trump. Il n'y a rien de plus à dire sur ce sujet pour l'instant. Sur ce sujet, non. Abordons d'autres sujets importants. Parmi les notes curieuses, regardez donc cette technologie assez particulière et ce que nous voyons ressemble à une table qui est légèrement inclinée. Regardez bien ce qui va se passer. Bien sûr, c'est en accéléré parce que ce n'est pas aussi rapide que ça en a l'air, c'est-à-dire que c'est plus lent. Mais bon, si tu as un peu de patience et que tu veux garder la télévision protégée, regardez, la télévision se plie comme un accordéon, mais je le sais, elle s'ouvre et on ne voit pas les lignes. Où se trouve donc la structure, on va dire, non ? Alors, eh bien, ça automatise cette sorte de boîte en bois ou en faux bois, puis ça s'ouvre et la télévision se place là-dessous. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont signaler. C'est une télévision ou un téléviseur à 5 panneaux fabriqués à Shenzhen. Celui-ci est bien là-bas, dans la capitale technologique de la Chine, c'est un téléviseur LED à 5 panneaux. Et ils ne disent pas la marque, ils disent où il a été fabriqué, c'est-à-dire à Shenzhen, comme je vous l'ai dit, mais ils ne disent pas la marque qui va sortir ce téléviseur. C'est peut-être encore un modèle expérimental, je ne sais pas, mais bon, s'ils l'ont fait avec des téléphones portables, avec des ordinateurs, eh bien j'ai déjà vu certaines télévisions, pas aussi grandes que celle-ci. Mais oui, c'est vrai que c'est aussi l'une des images curieuses d'aujourd'hui, non ?
Et comme je dis, aujourd'hui, c'était une journée d'images, mais de sujets, comment ça s'appelle? De sujets ovnis, non? Beaucoup de sujets ovnis et tout ça aussi ici qu'on est en train de voir. Ici, vraiment, c'est impressionnant. Voilà à quoi ressemblent certains hôpitaux en Inde. Imaginez, le pauvre docteur était là. Au début, on voit d'abord les couloirs, non? Les couloirs des hôpitaux, puis la personne avec la caméra entre dans ce qui sera un cabinet de consultation. Mais regardez le nombre de personnes entourant le pauvre docteur ou la secrétaire qui est responsable. Ce n'est pas le docteur. Imagine un peu. Et il leur crie dessus, il crie, il dit « Toi, va là-bas, toi, va là-bas ». C'est-à-dire, toi non, tu ne peux pas être gêné par la foule en Inde, tu ne peux pas vivre comme ça? Imagine, tu arrives là-bas et c'est comme ça du début à la fin, non? C'est-à-dire, tu rentres chez toi et tu n'as même plus envie de parler à personne, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça. Non, tu ne vis pas dans une grotte au final. Oui, c'est impressionnant. En plus, tu es en position fétale, non? C'est ça. Et le pire, c'est que tu vois que tout le monde est là à lui crier dessus, à lui donner le papier. Non, ne nous plaignons plus du ménage, ne nous plaignons plus du ménage. Non, non plus. Et plaignez-vous? Parce que comme ça, c'est mieux. Pour que ça ne reste pas comme ça. Pour que non, oui, pour qu'on n'ait pas ça. Quel bazar ils font ici au Mexique avec le sujet des vacances des enfants. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. On en a parlé, il se dispute avec celui-ci, il est brun, mince, brun. Le responsable en ce moment de la CEP, c'est lui qui a annoncé que la fin des cours serait le 5 juin et puis la présidente est sortie pour dire que bon, la date en fait n'est pas fixée. C'est-à-dire, c'est comme s'il nous disait non, comme si c'était lui qui avait eu l'idée, il l'a proposé et voilà, non. Et puis ensuite, on demande à Delgado ce qu'il en pense. La présidente a dit que ce n'était pas encore une loi en gros, et lui, il a dit non, la fin des cours, c'est le 5 juin, donc il contredit la présidente. Donc, ce Mario Delgado et à Guadalajara, ils ont beaucoup critiqué cette date du 5 juin pour la fin des cours parce qu'en fait, au Mexique, on a déjà vécu des Coupes du Monde. Et je ne sais pas, ils ne suivent pas vraiment la présidente et Mario Delgado. Mario Delgado représente essentiellement AMLU. Et c'est un poste qu'il n'aurait sincèrement pas dû avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait la CEP là-dedans? Ils auraient dû mettre là un érudit de l'éducation, une personne qui connaît vraiment les sujets éducatifs et non pas ce personnage. Mais bon, ils le forcent à le mettre là, et voilà. Et nous avons ce genre de controverse, ce genre de situation à Guadalajara. Ils ont dit même pas en rêve à Guadalajara. On continue. Comment vas-tu faire? Tu vas tout faire à moitié. Et la question, c'est qu'on a déjà vécu des Coupes du Monde ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là où il y a le match? Eh bien, si les enfants se réunissent et qu'on leur met la télé pendant 1 heure ou 2, le temps que dure le match, et c'est tout. Il n'y a pas de problème. La Coupe du Monde n'est pas une priorité, excusez-moi, mais ce n'est pas une priorité pour le Mexique, et encore moins. L'éducation est une priorité, mais la Coupe du Monde ne l'est pas. C'est très clair. Eh bien, c'est une énorme erreur de donner la préférence à la Coupe du Monde face à la situation actuelle de l'éducation. S'il manque quelque chose, c'est qu'on fasse plus d'efforts sur ce sujet, et ensuite ce n'est pas là. C'est chaud. Bon, passons aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Salut. Il dit que la présidente a déjà fait marche arrière. Sa popularité est en déclin. Eh bien, elle n'était pas d'accord. Je ne pense même pas qu'on lui ait demandé son avis. Oui. Bien sûr, je veux dire, elle devrait être plus ferme en disant « voyons, non ». C'est-à-dire, ce n'est pas possible et on ne peut pas dire ça. Oui, elle avait déjà dit qu'elle voulait que les vacances soient plus longues pour les enfants, mais pas 3 mois et je ne sais combien de jours. Donc, non. Oui. Salut. Enfin, oh là là. Léo, comment tu vas? Très bien. MT, Béné, Gabriel, Rublox, Tapatia, ils disent bon que Guadalajara pouvait annuler le jour où il y a un match. C'est ce qu'ils disent. C'est bon, ce n'est pas grave. Le jour, je ne comprends pas, tu vois. Enfin, aussi le jour, mais... Je me souviens au collège, lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, peut-être à Atlanta, je ne sais plus exactement. Je me souviens que ce jour-là, ils nous rassemblaient dans l'auditorium, ils mettaient la télé et c'était tout. Tu perdais 2 heures de cours, ce n'était pas grave. Oui, salutations à Rublox. Il affirme que les compagnies pharmaceutiques préfèrent vendre des médicaments pour soigner partiellement, car une population en bonne santé ne sert pas leur intérêt. Pas pour te guérir, non, pas pour prévenir, ni pour ça. Oui, la prévention est un sujet trop négligé par les gouvernements. Eh bien, ça, je dois l'admettre, j'applaudis vraiment Robert Kennedy Jr., même s'il n'est pas médecin, parce que lui, il s'intéresse vraiment beaucoup à la question de la prévention.
J'ai proposé ces projets pour que les jeunes fassent du sport et qu'on mange mieux, etc. Parce que ça ne sert à rien d'avoir plus de médicaments si la population continue d'être malade, de plus en plus jeune, de plus en plus jeune. Salut Emma, comment vas-tu? La prévention, c'est ça l'approche, c'est-à-dire, c'est ça l'approche, parce que c'est comme ça que tu vas éviter qu'il y ait autant de cas de n'importe quelle maladie. C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est l'approche. Mais en réalité, on ne travaille pas sur ce sujet dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est le sujet principal, non la prévention, n'est-ce pas? Et là, il suffirait de voir combien de cas il y a en proportion de tout, n'est-ce pas? Obésité, cancer, etc. Et tu te rends compte donc, quels sont vraiment les systèmes de santé qui fonctionnent, il dit. Oui, l'autre jour, il m'a donné une sorte de recherche qu'a faite une fille. Je ne me souviens plus si elle est docteur ou responsable de tout ce qui est physique. Oui, mais la question, c'est qu'elle disait que la gestion, par exemple, des sports est très différente aux États-Unis et en Europe. Mais en Europe, c'est comme ça. Ils mangent beaucoup de pain et de petites choses, évitent les produits transformés, ce qui est étrange, contrairement aux États-Unis, et ne vont pas à la salle de sport. C'est très étrange, et les salles de sport ne sont pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, malgré le problème qu'ils ont, l'obésité, oui, ils en ont beaucoup, ou l'abonnement à la salle de sport est quelque chose qu'ils paient, qu'ils y aillent ou non, ils le paient. Mais en Europe, les gens ne vont pas à la salle de sport. Ils font du vélo, ils vont marcher, ou ils voient ça comme quelque chose de plus récréatif pour passer un bon moment avec des amis. Et aux États-Unis, c'est comme si tu devais y aller pour brûler des calories, et pourtant, ils ne sortent toujours pas du problème de santé et d'obésité qu'ils ont. Et en Europe, ils n'ont pas ce problème. C'est fou, non? Il faut aussi changer la façon dont on voit l'exercice et, bien sûr, l'alimentation. L'alimentation et la prévention ne signifient pas passer la journée à la salle de sport en ne mangeant que des fruits et légumes, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un équilibre. C'est un équilibre, exactement. N'est-ce pas? Oui, il y en a qui deviennent fous en disant qu'on ne va rien manger avec des glucides, même pas des légumes contenant des glucides. Oui, non, tu vois, regardez les photos des parents, n'est-ce pas? Et les parents qu'on avait, je ne sais pas... Qui étudie? C'était dans les années 70, non? Et avant, les photos montrent que la plupart des gens étaient minces. Et bien sûr, ils mangeaient des tortillas et du pain sucré. Enfin, ils mangeaient un de tout. C'est juste qu'ils étaient modérés, tu vois? Ou ne va pas trop loin. Oui. Transformé, et ce n'était pas transformé non plus. Oui, c'est ça. Salutations à Aldo Barajas qui dit, en fait, Pépé, je sais déjà. Salutations. Pépé en direct, je crois que le mot que tu cherchais hier pour décrire comment l'esprit peut créer des entités et des situations est tulpa. Le tulpa, merci, exactement. Salutations à Angie, elle dit que la culture dans le monde s'est détériorée. Ce n'est pas prioritaire dans le monde, mais un peuple ignorant est facilement manipulable et plus d'argent pour les gens du gouvernement, dit Angie. Salutations à Angie. Salutations, comment vas-tu? Très bien. Salutations également à toute la communauté qui arrive. Il dit une blague pour les grincheux, il y a 2 mots qui t'ouvriront beaucoup de portes. Lesquels, il dit tirer et pousser. Il dit j'ai déjà passé l'examen d'édition. Quelles notes t'ont-ils donné? Recalé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tu as entendu celle de la volière et des oiseaux. Il dit viens voir ça, quelle chose. Viens, tu me demandes à moi. Il évoque les lanceurs d'alerte qui s'expriment avant qu'on ne les fasse taire. Il leur adresse ses salutations et ajoute qu'il y a un sujet. Il y a des choses, il y a des détails sur ce qui se passe avec l'histoire des scientifiques. Au moins certains détails ne sont pas urgents, donc on en parle si vous voulez demain. Et donc, mais il y a quand même quelques autres cas pour plus tard. Aujourd'hui, c'était surtout le sujet des pannes et des ovnis, et tout ça. Oui, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais au moins demain, on fera une mise à jour. Ce sujet des scientifiques et de certaines opinions très intéressantes qui ont émergé. Michio Kaku a également donné son avis sur le sujet. Il y a certains scientifiques qui sont inquiets parce qu'ils disent que, dans des domaines sensibles, s'il y a des problèmes, même si Trump a essayé de minimiser cela l'autre jour. Ils disent que s'ils voient qu'il y a des risques pour les scientifiques dans 7 domaines, comme par exemple le nucléaire et des choses spatiales. Et ça, en plus, depuis cette époque, les scientifiques des entreprises pharmaceutiques et de ce genre d'endroits se sont déjà plaints qu'il y a du débauchage de talents. Mais ça, c'est presque normal dans tous les musées, dans toutes les industries. On débauche des gens très talentueux, avec des pots de vin et aussi avec des salaires plus élevés.
Pas forcément des pots de vin, mais avec une offre plus élevée, tu as aussi le droit de partir ailleurs, non? Mais tout à coup, ça devient intense parce que ce ne sont pas des pays considérés comme ennemis des États-Unis. L'autre jour, il y avait un cas concernant un expert en Mokorninkera. Tu te souviens qu'on en a parlé ici, et les Chinois l'ont emmené, il avait des problèmes ici aux États-Unis, là-bas aux États-Unis, et les Chinois l'ont convaincu et l'ont emmené, et maintenant il est là-bas. Il dirige un projet lié à la technologie ou quelque chose comme ça, mais le point, c'est que oui, et c'est pareil aux États-Unis, au Japon, tout le monde essaye d'attirer les scientifiques par tous les moyens. Elle dit « Depuis mon retour du Canada, l'obésité à Guadalajara m'impressionne. » Elle trouve cette remarque intéressante. Tu as donc remarqué cela, là-bas. Je ne parle pas de Guadalajara, mais je vois ça ici à Monterrey. Parfois, toute la famille dit que tout va bien. C'est inquiétant car des enfants de 10 ans ont déjà un grave problème d'obésité. Et les parents, comment aideront-ils alors qu'ils ne s'aident même pas eux-mêmes? Oui, ce n'est pas le cas. C'est compliqué. Oui, et bon, c'est un sujet de prévention à 100%, mais je ne sais pas quoi. Tavikas dit qu'il fait partie de l'aile de Pinochet au Chili, et rappelons-nous que Pinochet était ami avec Margaret Thatcher, c'est pourquoi l'Angleterre penche pour les affaires. Regarde, intéressant. Qui le dit? Tavi le dit. Merci pour l'info. C'est ce que dit Pépé. Je me demande si contourner le Congrès peut déjà être considéré comme un sport olympique, parce que presque tous les pays le font. Il dit que c'est peut-être vrai. C'est bon. Dit Alejandra Gomez Guata, je sais combien d'informations le gouvernement nous a cachées, mais bon, maintenant on sait que Mossad n'était pas fou. Le sujet des petits bonshommes que tu présentes ressort, tu l'as vu. C'est bien, eux disent que non. Oui, ils disent que non exactement, on l'a fait chez l'ami. C'est ça. C'est-à-dire exactement. Ce n'est pas bien, ils disent qu'il n'y a rien là-bas, mais bon, il dit et une blague pour les grincheux et c'est à toi. La voilà, regarde. Il raconte la blague, mais pour les grincheux, il y a 2 mots qui t'ouvriront à ce réaliste. Je pensais que je ne l'avais pas bien téléchargé, si ça dit bonsoir, salutations. Comment vas-tu, Cléo? Très bon rouble, qui d'autre est là? Celui qui n'apparaissait pas dans tous les commentaires, c'est ce qu'il dit. Salutations à Cléo Vasquez. Comment vas-tu, Cléo? Je suis aussi ici dans... Les tortas hojadas. Pépé dit « J'ai pensé que les Iraniens faisaient semblant d'enrichir l'uranium pour piéger Trump, les États-Unis et Israël, afin qu'ils les attaquent et qu'ils puissent ainsi garder la chose et rester. » Et le commentaire est intéressant là. Oui, ce qu'on avait déjà commenté ici, c'est qu'on avait l'impression que l'Iran voulait en quelque sorte être attaqué. En y repensant avec du recul, eh bien, ce que tu dis me semble juste. Je veux dire, pas forcément qu'ils ne l'ont pas enrichi, mais suffisamment pour se mettre dans une position de... Ainsi, dans cette position, comme pour dire « Regarde, on m'attaque, et donc avec ça, je dois me mettre dans cette autre position. » N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de tout ça, l'Iran avait pris le détroit d'Ormuz un jour, comme ça en se le vantant, et qu'en fait il prenait le détroit d'Ormuz? Et de façon brutale, non? C'est-à-dire, ce serait parce que moi, ni cette fois-ci, ni dans l'autre. Hypothétiquement, ce ne serait pas justifié. Évidemment, ce n'est justifié d'aucune manière, mais... Eh bien, cette fois-ci, ce qui, du moins en interne, est montré, c'est que la garde révolutionnaire détient tout le pouvoir. C'est-à-dire, ce qu'on disait toujours, enfin depuis déjà quelques années, on disait que c'est eux qui ont le pouvoir. Eh bien oui, il a déjà été montré que ce sont eux qui commandent là-bas, non? Salutations à Henri Carvajal au Venezuela, fidèle auditeur et source d'excellentes informations. Ici, c'est une terre très éprouvée par le contexte et des événements très graves, avec des pertes de vie, des disparus et des prisonniers politiques. Oui, ce sujet, ce nom, le gouvernement du Venezuela l'a complètement ignoré. Franchement, c'est vraiment, vraiment moche. Terrible. Salutations. Salutations et papa. Bon, j'ai ici une phrase qui dit « Le pardon, on ne le refuse à personne, mais la confiance ne se regagne jamais ». Avec le sujet du pardon, je voyais qu'ils étaient en train de discuter et franchement, ouf, c'est un sujet vraiment compliqué. Parfois, quand je vois des cas, surtout aux États-Unis, de parents qui pardonnent, par exemple, à la personne qui a ôté la vie à leur enfant, je me dis que c'est vraiment fort, non? Atteindre un tel niveau de pardon est incroyable.
Beaucoup demandent même leur libération. Par exemple, un jeune homme a mal conduit, a eu un accident et a causé la mort d'une fille ou d'un garçon. Je ne me souviens plus, mais je ne sais pas. C'est tellement dur, mais tu dis aussi que c'est impressionnant. Ce n'est pas impressionnant, mais je ne sais pas si on peut avoir un tel niveau de pardon. Il y a un documentaire de ce Werner Herzog qui est gratuit sur YouTube et qui parle des gens qui téléphonent ou qui envoient d'un soin des textos, exactement, qui envoient pendant des textos en conduisant. Donc, il présente plusieurs cas et il montre le cas d'un jeune homme qui rentrait chez lui dans son camion après le travail sur une route où il y a pas les Ménonites, mais les autres. Voilà. À mes amis, Les amis dans leurs charrettes, non? Et dans les charrettes, ils sont normalement un peu sur la route et un peu sur le bord. Alors il dit qu'il a baissé les yeux pour envoyer un « j'arrive tout de suite, je t'aime ». Il l'a envoyé à sa femme et il n'a même pas eu le temps de relever les yeux. Il percute de plein fouet une charrette où il y avait 2 enfants et 2 parents, et les enfants décèdent. Les parents survivent. Il va immédiatement en prison pour ça. Évidemment, il était dévasté. Évidemment, quand la police arrive, et lui, là dans le documentaire, il est déjà libre, déjà libre. Il lit la lettre que son père lui envoie. et des enfants. Des enfants lui pardonnant, je ne me dis pas Je dis non, je ne veux pas faire ma religieuse ici, mais la Bible enseigne que tout le monde est ton frère. Tu pardonnerais à ton frère pour ça? Non. Los amis tienen... So, Christian, oui. Je ne connais pas très bien leur culture, mais regarde, ce que je veux dire, c'est qu'il l'applique, et évidemment, il est en train de me lire ça. C'est donc évidemment super. car au final, tu ne lui as pas pris n'importe quoi. Et par une terrible négligence, il dit « Il y a... Des oiseaux de toute taille existent, selon le rang et l'acheteur, d'après le journal. J'ignore de quoi il parle ou ce qui se passe. C'est le... Dice, saludos, Dice, Ana saludos. Hugh. Elles sont bonnes. Salut, salut à Juan qui a formé le couple. Salut depuis l'Uruguay, salut à Rosie, Rosaïva, Cash et Dalgo, merci beaucoup au fait pour ce super chat. Salut, merci. Salut. Martin dit aussi le pardon n'est pas pour celui qui te fait du mal, c'est pour la victime, pour qu'elle puisse continuer, pour qu'elle puisse avancer. Si l'encre de la haine pour libérer ton fardeau, oui, eh bien c'est très important parce qu'après il y a des gens qui restent avec ça et ils ne font que se faire du mal. Et ça te rend malade, ça te rend malade. Au bout du compte, la haine, la colère, l'irritation, toute cette situation, eh bien si c'est dur, il faut dire écoutez, je mets un point final. Aujourd'hui, on a fait un direct, j'espère que vous l'avez vu, sur ce qui se passe dans l'océan. Le matin, je ne cherche pas à diviser les directs par thématiques, ils ne sont pas très longs non plus, mais ils sont thématiques. Donc, on en a fait un spécial sur un groupe de scientifiques qui, grâce au satellite Copernicus, font une étude globale et lancent une alerte mondiale. D'ailleurs, ils disent attention à l'océan, parce qu'avec les données en main, ils confirment que 2 choses sont évidentes. Premièrement, le phénomène El Niño. C'est pratiquement un fait, n'est-ce pas? D'après les schémas, ce sont les schémas de la façon dont tout se déplace, tout ce qui concerne l'eau, les courants. Mais en même temps, ils détectent un niveau record de température. En avril, nous avons égalé le record historique de réchauffement, 2024 l'a atteint, et actuellement nous égalons encore ce record, mais il précise que ce n'est que le mois d'avril. Alors, est-ce qu'ils pensent que 2026 va battre le record absolu en ce qui concerne la température des océans? Et donc forcément, les effets vont se faire sentir. Alors, il ne faut pas s'étonner que, soudainement, je ne sais pas où, évidemment, mais bon, il va y avoir des surprises, des phénomènes impressionnants. Donc voilà le rapport complet, au cas où vous voudriez le consulter. Je vous en remercie et bon, eh bien, nous serons là. Il nous manque encore une mise à jour de l'Université du Colorado sur la saison des ouragans, puis une autre de la NOAA. Plus tard, dans les prochaines semaines, avant juin, ça doit être ce mois de mai, la prochaine de la NOAA. Du nombre d'ouragans qu'il va y avoir, et ensuite, à la moitié de la saison, ils font une autre révision et ils refont une sorte de prévision sur la façon dont ça va se terminer, parce que la fin est la plus difficile, n'est-ce pas? La fin, c'est-à-dire que la saison des ouragans commence comme ça et ça monte progressivement. Donc bon, on met aussi ça à jour, non? Oui.
Oui, je sais. Ici, vous voyez, c'est super pro-Trump. Mais l'accord qu'avait Barack Obama est bien, mais 1000 fois meilleur que celui que Donald Trump pourrait obtenir. C'est ce que les analystes ont déjà dit. Donald Trump a dit de nombreux mensonges sur cet accord, affirmant qu'ils avaient donné beaucoup d'argent, ce qui est faux. Il devra en donner bien plus s'il le conclut. S'il parvient à obtenir l'accord, ce qu'il demande, c'est 20 milliards de dollars à peu près, ce que prévoyait l'accord à l'époque avec Barack Obama, donc plus ou moins la même chose. L'argent qui a été débloqué était de 3 milliards, ici ils veulent en débloquer 20 milliards. C'est quelque chose de vraiment énorme. Les accords ne sont jamais parfaits, je ne dirais pas que celui d'Obama l'était. Non, pas du tout. Mais c'était mieux. Mais c'était mieux, bien mieux. Pour le moment, Alors, ce qui se passe, c'est que le miracle se produit et il parvient à... oui, peut-être, à obtenir le meilleur. Et s'il y parvient, eh bien, il faut aussi le dire. Enfin, mais il faut avoir. Comme je le dis, il faut toujours rester en dehors des affinités et des aversions, n'est-ce pas? Parce que si tout à coup on est trop fan de quelque chose ou trop contre quelque chose, ça ne nous laisse pas voir la réalité, il faut chercher, essayer de voir cette réalité, et ça c'est toujours important, non? Et il m'apporte ça et il me dit, et c'est officiel, je ne fais rien de la journée, je passe tout mon temps à regarder son émission, tu vois. Il m'apporte ça. Je t'envoie un énorme salut. Merci beaucoup, car oui, je vous vois et je m'en rends compte. Si vous nous accompagnez sur différents sujets, nous l'apprécions vraiment. Ce qui se passait lors des directs, c'est que parfois on les faisait pendant 2 heures le matin, et ensuite tout le monde ne les voyait pas. Il voyait un morceau, peu importe, alors il ratait des sujets et me disait « Hé Pépé, tu ne parles pas de ce sujet, tu ne parles pas de ce sujet. » Mais si, j'en ai parlé, mais c'est à telle minute et je ne sais pas quoi. Mais alors, comme ça, déjà divisé, eh bien, on a l'impression que c'est mieux, non? Au moins, c'est ce que je ressens et je vois que les gens vont directement au sujet qui les intéresse, n'est-ce pas? Le papa Noah dit une blague en couple. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de relation. Ne le mets pas au pluriel. Attention, quelqu'un va se coucher, mais dans la cour, il demande « Quel film tu regardes ?» Des tueurs en série. Et ça parle de quoi? D'un papillon qui ne retrouve pas sa mère. Abonne-toi. Non. Ce n'est pas ainsi qu'on regarde. C'était l'histoire d'un papillon cherchant sa mère. Tu as compris? Non, Je n'ai pas compris, papa. Il faut revenir. ce n'est pas comme ça. En train de lire quelque chose en 3D. Oui. Salutations. D'accord? Dit Léonard. Puis la Russie les attaque et s'enlise dans une guerre dont on ne sait pas quand elle se terminera. Donc, c'est en plusieurs parties, dit Pépi. Tu sais pourquoi j'y ai pensé? Parce que je me souviens que tu avais dit que l'Ukraine avait tendu un piège à la Russie en leur faisant croire qu'ils allaient attaquer. D'accord. Ils croyaient à la guerre facile, puis la Russie les attaque et s'enlise dans une guerre dont on ne sait pas quand elle finira. C'est-à-dire que c'était une stratégie et il me semble que l'Iran a choisi cette stratégie pour réaliser son rêve. Quel commentaire intéressant. Oui, parce que voyons, tu connais ce calcul. Tu sais que tel ennemi va contre toi, non? Tu te dis, écoute, tu sais quoi, je me rends compte que cet ennemi va m'attaquer. Tu préfères qu'il t'attaque maintenant alors qu'il n'est pas prêt, qu'il lui manque ceci, cela, ou qu'il t'attaque dans 3 ans et qu'il te détruise parce qu'il sera beaucoup mieux préparé? Alors je dis, ce sont des calculs qu'on fait maintenant. Si ça a été comme ça avec la question de l'Iran, je ne sais pas, mais ça me semble une hypothèse intéressante à analyser. C'est-à-dire dans quelle mesure tout cela? Bon, là il y a un rapport des services de renseignement affirme qu'Ali Khamenei, c'est-à-dire le chef suprême, s'est préparé à mourir. C'est-à-dire, il s'est mis dans une position où il a dit « Bon, je sais déjà ». Mais il ne s'est même pas caché. Il ne s'est pas caché exactement quand il savait qu'il était très probable qu'on allait l'attaquer et beaucoup pensent qu'il voulait déjà se sacrifier, non? Qui sait? Non, tu sais, pas pour ces sujets-là. Tu sais, parfois c'est comme ça. Ce sont aussi ceux-là, bon, il dit à Miss. Il y a des années, des chercheurs chiliens travaillaient sur un vaccin contre le virus Hanta dans le sud du Chili, transmis par la souris à longue queue, mais aucun gouvernement n'a voulu investir. Classique avec le Covid, quand je mange. 1 an avant, nous en avions parlé une fois. Des scientifiques menaient une recherche sur un vaccin contre tous les coronavirus. Tout le monde cherchait un investissement, un financement. La recherche s'est arrêtée et quelques mois plus tard, le Covid est apparu. C'est-à-dire... C'est un contrôle du quartz sans demande de sa part. Nourriture. Et une chose là-dedans. 2 millions de dollars, ce n'est rien pour le moral que ça a apporté. Eh bien, celui-ci dit que la guerre, le conflit, c'est la meilleure façon de rester au pouvoir, dit aussi Olga.
Exactement, parce que regarde ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de guerre, les manifestations prenaient de plus en plus d'ampleur, il y avait de plus en plus de grandes manifestations, ils étaient bientôt déjà mieux organisés maintenant. Ils sont déjà bien positionnés. Ils ne sont plus organisés, la garde révolutionnaire est mieux positionnée. C'est terrible, vraiment. Salutations. Vous voyez comment. En faisant cela, et le truc c'est que c'est du sarcasme, mais non, ça ne fonctionne pas comme une blague, celle de la naissance par nature. Ah, pardon. Pardon, des tueurs, vraiment, en soi, mais non, pas comme une blague, comme ceux qui mettent au papa, non, ça ne marche pas. Mais c'est déjà un sac. je suis sorti, il a déjà monté comme l'indique le titre du film, disant que c'est bien cela. Oui, c'est ça. Aïe, 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 oui. Oui, salutations à Gabriel Duran Castro, c'est une affaire, dit-il. Oui, salutations, Gabriel, exactement. C'est une affaire, dit Angie, elle dit. Ce sont des tueurs en série. De quoi va parler Mariposa, dit-elle. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain c'est le tour. Demain, samedi, demain. Demain c'est le tour des films. Voyons si je me motive et qu'on arrive à en regarder un autre. Tout de suite, dit William Moline, il me semble que le sujet des ovnis est davantage lié à l'antivirus. C'est-à-dire tout le monde, et le sujet de l'antivirus est à cause du sujet des ovnis. Bon, celui-ci oui, mais bon, excellent commentaire, vraiment très bon. Les gars, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram, mais sur Telegram et WhatsApp, c'est là que nous vous envoyons spécifiquement des notifications sur les dernières infos pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Salutations, Nicole et Franco, Gabriel, Ben, Angie, à toute la communauté, de grandes salutations, Tapatia, Gisela, à toute la communauté qui nous regarde en différé, Leonardo, William, à tous, bon, évidemment, Verderi, salutations. Nicole et Martin, oui, Henri, à toute la communauté, merci beaucoup, on se voit demain. On est là avec les infos, à bientôt.